Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin avec Éric Delannoy, Wilfried Galland, Emmanuel Le Chypre. On va parler du CETA, le meilleur traité, nous a dit le ministre du Commerce extérieur Franck Riester il y a quelques instants. Est-ce que vous votez ou pas pour le traité de libre-échange avec le Canada? On écoute le ministre et on débrief derrière. Il y a eu, depuis la mise en œuvre provisoire en 2017 de cet accord, une augmentation très forte de nos échanges, exportation de l'Europe et de la France en particulier vers le Canada, mais aussi importation plus forte depuis le Canada, notamment de ce dont on a besoin pour être indépendant, souverain, en matière d'hydrocarbures, de pétrole notamment, en matière de métaux critiques. Je pense à l'uranium et je pense au lithium. Et donc cet accord est un bon accord qui démontre qu'il était un bon accord sur le papier, mais maintenant on le soutient encore plus, si je puis dire. Parce qu'au-delà de ce qu'il y a dans l'accord lui-même, sur le papier, on a vu les résultats et qui sont bons. Et en plus, même pour les agriculteurs, apparemment, une multiplication par 3 de l'excédent commercial agricole avec le Canada. Du coup, Emmanuel Le Chypre, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a toujours des gagnants et des perdants dans un accord commercial. Qui sont les perdants là, dans cet accord ? Vous voyez bien que le débat, c'est pas est-ce que le CETA est un bon accord ou pas par rapport aux autres accords qui ont été signés. C'est que ce que remettent en cause les détracteurs du CETA, c'est simplement la philosophie de ce genre d'accord. C'est-à-dire l'idée, et qui s'est toujours avérée juste au fil du temps, c'est que dans un accord commercial, tout le monde gagne globalement, mais qu'il y a des gagnants et des perdants. Et donc, il faut assumer ça. Le problème, c'est qu'en France, les perdants, c'est un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est quand même un peu toujours les agriculteurs. Pas cette fois-ci, pas sur le CETA, apparemment. Alors, si, certains agriculteurs... Alors, pas l'agriculture globalement, mais c'est ça aussi toute la difficulté. C'est pareil. Il nous a dit que les vins et spiritueux étaient gagnants, que les fromages gagnaient parce que... Mais justement, on sort d'une crise agricole, mais il faut rappeler que toute l'agriculture ne va pas mal. Vous avez à peu près un tiers de notre agriculture qui va très bien, vous en avez un tiers qui va bien et un tiers qui va très mal. Et effectivement, c'est ce tiers-là. Alors c'est ce tiers-là qu'on entend, c'est ce tiers-là qui manifeste, et c'est ce tiers-là qui, effectivement, est contre ce type... 0,0031% d'importation agricole depuis le Canada. Ça fait non, pas de viande. Oui, mais vous voyez bien que tout se cristallise uniquement sur ce sujet. Si. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus accepter l'idée qu'il y ait le moindre perdant dans un accord commercial, ce qui, par définition, n'est pas possible quand vous mettez en jeu... En fait, le fond n'intéresse pas. Pour moi, c'est le principe qui est critiqué aujourd'hui. On regarde plus le fond, Éric, et notamment on regarde pas deux choses. La première, c'est que entre le Mercosur qui a cristallisé toutes les haines et le CETA, c'est très différent, mais c'est deux accords transnationaux et donc on les met dans le même sac, alors que ça n'a rien à voir. Et la deuxième chose qu'on regarde, ce ne sont pas les mêmes rapports de force. Il faut voir qu'entre l'Europe et le Canada, on n'a pas les mêmes rapports de force qu'entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Et notamment, la raison pour laquelle c'est un bon accord, notamment, c'est que l'Europe est en position de force. Nous sommes le deuxième partenaire commercial pour le Canada. Ce sont le 11e partenaire commercial pour l'Europe. À ce titre-là, ils ont beaucoup plus intérêt à ce que ça marche que nous, on a intérêt. Pourquoi ils ont plus intérêt ? Ils ont intérêt parce qu'on est leur deuxième partenaire et qu'à ce titre-là, forcément, toutes les décisions que l'on prend ont un impact sur eux. Nous, c'est le 11e. S'il se passe des problèmes avec le Canada, c'est pas si grave que ça, entre guillemets. Donc, notamment, avec un rapprochement sur les normes environnementales, les normes sociales, etc., où on est des pays qui sont quand même extrêmement proches en termes démocratiques. Monsieur Riester l'évoquait tout à l'heure, et ça c'est tout à fait vrai. On a donc la capacité de mettre un accord qui va aller au-delà du simple accord commercial, c'est en ceci qu'il est innovant. Dernier point, on avait un problème autour des problématiques d'arbitrage sur les différents accords, qui étaient généralement des arbitrages privés, quand il y a un problème entre un État et puis une multinationale qui se plaint de la manière dont se passent les accords. Dans cet accord-là, on a un système d'arbitrage qui va être totalement indépendant des multinationales, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc on a un accord qui est innovant sur le fond, qui est on dirait, positif sur la balance commerciale. Il n'y a aucun intérêt à ne pas le ratifier. Par contre, il y a potentiellement un intérêt politique, et c'est là où est vraiment le problème. Wilfried Galland. Je trouve que dans ces sujets-là, on confond la souveraineté et l'autarcie. C'est-à-dire que quand on est souverain, ça veut dire qu'on est suffisamment fort pour effectivement faire des accords et pour se sentir solide, en particulier, comme le disait justement Éric, vis-à-vis de gens qui partagent totalement notre mode d'organisation, nos valeurs et la façon qu'on a de fonctionner. Et puis cette espèce de société de la défiance qu'on voit se développer en disant il faut surtout ne dépendre de personne, surtout se mettre derrière des murs. Et dans ce cas-là, tout le monde est perdant. Mais le
sujet, c'est que on ne veut pas effectivement regarder l'ensemble des choses. On dit il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas encore complètement réglés, donc on dit non à tout. Et c'est quand même extrêmement inquiétant de voir qu'on est incapable d'avancer, alors que globalement la société va en profiter. Globalement, l'économie française profite du. Je vous redonne le chiffre sur le bœuf. Donc 0,034% de notre consommation de bœuf vient du Canada, 0,001% pour la volaille et le porc. Et d'ailleurs, à la fin, on finissait par se demander le chiffre. Le Canada, ok, il est gagnant. Enfin, c'est du pétrole, du lithium. Il y a d'autres candidats pour ce type de matière première. De l'uranium aussi. C'est de l'uranium. Enfin, qu'est-ce qui gagne en fait, à part... Encore une fois, pour la France, c'est très marginal. On parle de 4 milliards d'exportations. Enfin, je veux dire, c'est effectivement très faible dans les partenaires commerciaux de la France. En revanche, les agriculteurs français, globalement, ils gagnent, notamment toute la filière... En fait, c'est les consommateurs canadiens qui vont beaucoup gagner, parce que vous avez raison, c'est le deuxième partenaire, l'Europe, et donc ça veut dire que les droits de douane sur tous les produits importés au Canada vont baisser. Et c'est bon pour le pouvoir d'achat. Et c'est bon pour les exportations françaises. Ils sont bon, alors allons-y, on signe, je sais pas pourquoi on s'embête, mais ça va pas se passer comme ça jeudi, parce que les Sénat, ils sont pas d'accord. Les LR sont contre. Mais oui, mais pourquoi ils sont contre? Mais ils sont contre parce qu'effectivement aujourd'hui on est dans des postures politiques. On n'est pas dans du calcul économique. Les postures politiques ont pris le pas sur le calcul économique. C'est un peu ça le drame quand même. Allez, on va parler un peu de géopolitique. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des désordres mondiaux, notamment de la réélection de Vladimir Poutine? Alors, réélection triomphale, 87%. On sait ce que vaut cette élection. On va quand même partir à Moscou rejoindre notre correspondant Jérémy Normand, où l'ambiance est pas non plus à l'euphorie malgré ce score de dictateur, Jérémy. Effectivement, si l'on s'en tient aux chiffres, Vladimir Poutine apparaît renforcé à l'issue de cette élection. 87% des voix, jamais le maître du Kremlin n'avait osé s'accorder un tel score. Et puis s'il va au terme de ce 5e mandat, il fera tomber un autre record, celui de la longévité à la tête du pouvoir, détenu jusqu'ici par un certain Joseph Staline. Mais à y regarder de plus près, cette élection traduit surtout la fébrilité inédite de Moscou. Parce que dès le premier jour, le vote a été marqué par ces images, celles d'un isoloir en feu, ces images qui ont fait le tour de la Russie et qui ont fait frémir les autorités. Et puis hier, 3e jour de vote, les électeurs ont répondu en nombre à l'appel de la veuve de Alexeï Navalny, appel de se rendre aux urnes en même temps à midi et par ce geste manifester, signifier leur opposition à la tenue de ce scrutin et au pouvoir en place. Voilà ce que l'on peut dire de cette élection. Enfin, hier soir, soirée électorale de fête annoncée, de triomphe annoncé. Pourtant, il n'y a rien eu dans les rues de Moscou. Elles sont restées désertes et étrangement calmes. Personne venu célébrer la victoire triomphale du maître du Kremlin. Cela dit aussi la fébrilité dans laquelle se trouve aujourd'hui le pouvoir. D'ailleurs, la place rouge qui se trouve derrière moi était absolument barricadée, interdite d'accès pour éviter toute célébration, mais aussi toute contestation, toute image de contestation qui viendrait évidemment gâcher ce score incroyable. 87%, on le rappelle, ici à Moscou. Les tensions géopolitiques, donc il y a bien sûr la Russie, l'Ukraine, je peux vous ajouter la mer Rouge avec les tensions internationales encore ce week-end. Les câbles sous-marins commencent à avoir des difficultés, il y a eu des câbles sectionnés. Il y a Pyongyang qui a tiré plusieurs missiles balistiques pendant la visite de Blinken à Séoul. Tout ça, Wilfried, ça n'a aucun impact sur les marchés financiers? Globalement, ça n'a aucun impact parce que la structure aujourd'hui à la fois du commerce mondial et de l'économie mondiale n'est pas du tout impactée. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, par exemple du commerce mondial, et quand on regarde le prix des containers, effectivement vers Rotterdam, le prix de Shanghai vers Rotterdam qui a été retombé à peu près autour de $1 000 par container est monté jusqu'à $5 000 fin janvier. Aujourd'hui, on est à $2 500. Le container, l'indice global qui était monté à $2 500 a diminué, je regardais ce matin, à $1 700. Donc ça veut dire qu'effectivement il y a un peu de surcoût, mais globalement tout ceci est largement absorbable. La question géopolitique, la seule question géopolitique qui vaille, c'est est-ce que l'approvisionnement énergétique mondial est en jeu? Est-ce que l'approvisionnement en termes de semi-conducteurs est en jeu? Et est-ce qu'on peut avoir un problème sur le système financier, sur le dollar? Le reste n'a aucun impact en fait. Éric Delannoy. Heureusement qu'il n'y a pas que ces considérations-là qui jouent quand même, parce que les valeurs quand même doivent avoir un petit peu à jouer là-dedans. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'économie n'est impactée que quand il y a de l'incertitude. Or, on s'aperçoit que les tensions géopolitiques qu'on a aujourd'hui, sauf très localement, ne génèrent pas d'incertitude, y compris la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, on l'a digérée, ça a eu un petit impact sur les marchés. Sauf si ça débordait et qu'il y ait une escalade. Il y aura une incertitude. Demain, la menace nucléaire est une incertitude. Bah oui. C'est où, oui, bien sûr. Donc les chocs, ce sont les chocs qui provoquent
provoque des gros chocs quand même. Il y a Kemal Le Chypre qui s'en réjouit, qui dit que même la guerre, c'est bien. Non. Vous avez dit tout à l'heure à 14h39-45, c'est... Le constat, c'est que même les conflits les plus durs n'ont pas un impact forcément négatif sur les marchés financiers à long terme. et sur les bourses. Quand vous prenez tous les grands conflits, vous revenez en général, en 12-15 mois, vous revenez très largement sur les niveaux qui précédaient avant. Et parce qu'effectivement, on l'a bien vu avec la guerre en Ukraine, l'économie mondiale a rebranché des nouveaux circuits finalement de production, etc. Et qui font que, c'est malheureux à dire, mais la guerre en Ukraine peut s'éterniser pendant encore des années. Ça n'aura aucun impact sur l'économie mondiale. Si c'était Taïwan, ce serait différent. Oui, mais voilà. Parce que c'est les semi-conducteurs. Parce que c'est les semi-conducteurs. Et puis c'est parce que ce sont les libéraux qui gagnent. C'est-à-dire qu'en gros, l'histoire est écrite par les vainqueurs, comme disait l'autre. Donc aujourd'hui, tant que ce sont les économies libérales qui gagnent, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ça fonctionne. Demain, la Russie gagne, je suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien, parce qu'il y aura des volontés expansionnistes qui vont faire que ça débordera la sphère économique de manière extrêmement forte. Et surtout, la Chine, si elle envahit Taïwan, je suis d'accord, ça risque d'avoir des impacts plus forts. Ce sont les chocs qui vont créer les instabilités. Aujourd'hui, il n'y a pas de choc. Il y a des postures. Il y a des chocs locaux, en tout cas, mais qui ne sont pas des chocs globaux. Allez, un petit mot quand même, on va parler de nous pour une fois, on va parler de nos rachats de BFM Business, BFM TV, RMC, RMC Découverte, RMC Story, par donc CMA-CGM et sa filiale média Why Not. Explication avec Rebecca Blanc-Lelouch. Ça fait 2 ans que CMA-CGM et Rodolphe Saadé manifestent leurs ambitions dans le secteur des médias. En octobre 2022, l'armateur, qui a enregistré cette même année un bénéfice net record de plus de 23 milliards d'euros, est devenu propriétaire du groupe La Provence. Il s'est ensuite invité fin 2022 au capital du groupe M6. Il est monté à 10% au total pour ensuite siéger au board de la chaîne. Aux côtés de Xavier Niel, il a investi dans le média vidéo en ligne brute en 2023. Et tout cela avant de prendre le contrôle de la Tribune via le rachat du groupe IMA de Jean-Christophe Tortora, aujourd'hui directeur général exécutif du pôle média de CMA-CGM et à l'origine de l'hebdomadaire La Tribune Dimanche, lancé l'été dernier. En intégrant les chaînes et les radios d'Altis, CMA-CGM dit vouloir constituer un pôle média de référence dans l'information, le sport et le divertissement. Cette opération à 1,5 milliard d'euros, qu'est-ce que vous en pensez, Wilfried? Rodolphe Saadé achète beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, parmi les patrons du CAC 40, c'était vos confrères du Figaro qui le racontaient. Pour véritablement exister dans le top niveau, il faut acheter un média et des vignobles. Donc là, maintenant, effectivement, il a une partie est réalisée. Le plus important, je trouve, c'est qu'effectivement, on a de l'intérêt pour les médias de la part de grandes fortunes françaises pour développer ce secteur, pour lui donner des moyens. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que il y a toujours des gens qui s'intéressent à ces secteurs pour lesquels on disait le numérique va totalement bouleverser les choses et on va totalement ubériser. Je trouve que c'est une très bonne chose. Après, il va falloir effectivement voir comment est-ce que tout ceci va s'articuler. Est-ce qu'il y a les bons milliardaires, les mauvais milliardaires de l'autre? On verra comment ça se passe. Non, mais il n'y a pas que ça, parce que, plus globalement, la recomposition du paysage qui se décide, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a quand même le projet de Rachida Dati de fusionner l'audiovisuel public, ce qui est quand même pas rien. Il y a eu toutes les péripéties du groupe Bolloré, CNews, et puis il y a tout le dossier qui va s'ouvrir de la réattribution des fréquences, donc ça va quand même beaucoup bouger dans le monde. Ça va tanguer, comme on dit aujourd'hui. Ah oui. Éric Delannoy. Pas mal. C'est une très belle opération pour le groupe Altis. D'accord, même si à 55, il est racheté très cher, mais c'est quand même un groupe qui est très rentable. Et puis le deuxième sujet, la bonne nouvelle quand même, c'est que c'est un industriel du CAC 40 qui est très axé sur le long terme structurellement. Enfin, je veux dire, contrairement parce que groupe familial aussi. C'est un groupe familial qui est vraiment, on est sur des investissements de 20 ans, 25 ans, et donc on peut se dire que quelque part, la ligne éditoriale, ce sera une ligne qui va être stable et qui ne sera pas forcément empreinte on va dire, de comportement politique comme ça peut être le cas dans le groupe Bolloré. Et donc ça va rééquilibrer potentiellement le milieu médiatique français. C'est pas une mauvaise chose. Merci à tous les trois d'être venus débriefer aujourd'hui.